Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On va lire la suite de Danger Chat Méchant. Juste avant le petit rappel synopsis, merci pour les commentaires que vous m'avez laissés dans la dernière vidéo quand j'expliquais que si j'allais trop vite et que quand j'arriverai au bout des chairs de poule et de tous les dérivés et compagnie, qu'est-ce que je pourrais vous lire et tout ça, et si je savais pas si vous étiez là pour ma lecture ou que les chairs de poule, vous m'avez assez convaincu et rassuré, donc ça je vous en remercie. Les commentaires vraiment chaleureux, très gentils, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc ça c'est déjà un bon petit point positif. Pour le deuxième point, où est-ce qu'on en était? Ah oui, le chat, RIP, RIP, c'est assez cocasse comme prénom. Allison et son ami, que j'oublie à chaque fois les noms. Il me semble que c'est Richard. Déjà, j'apprécie beaucoup que pour une fois, le petit frère n'est pas une peste. La grande sœur Allison a l'air de beaucoup aimer son petit frère Peter, et pareil, inversement, le petit frère a l'air d'être une petite crème, j'aime beaucoup. Je trouve aussi que pour une fois, j'apprécie aussi le fait que les parents sont témoins des choses bizarres qui arrivent, parce que chaque fois dans les histoires, les parents, bon, c'est des adultes, dans le monde des adultes, on ne croit pas trop aux histoires des enfants. Et là, le fait que, rappelez-vous, Allison, elle avait écrasé un chat, Rip, pas un chat Rip, le chat qui s'appelle Rip, et à chaque fois qu'il meurt, le chat il revient, mais il se venge d'Allison. Donc c'est vraiment l'ensemble de l'histoire. Et il avait fracassé toutes les souris, la collection de souris d'Allison, il avait mis des poils dans la soupe. Ça m'a un petit peu dégoûté quand même, cette scène dans la soupe d'Allison. On s'était laissé, oui, sur le fait que à la cantine, Allison était avec son ami. Je vais essayer de retrouver le nom de ce garçon. C'est Richard, j'avais raison, c'était Richard. Quand elle a voulu prendre son sac pour prendre à manger, la tête du chat était à l'intérieur du sac. Est-ce que seule la tête du chat, ou alors le chat était dedans et attendait son heure, machiavéliquement? C'est très bizarre. Alors le chat est vraiment doué de pensée et d'intelligence. Pour moi, les animaux sont intelligents, mais je veux dire dans le sens que il s'est dit, je vais me cacher dans son sac, je vais attendre qu'elle ouvre. Comme ça, je vais faire... Donc voilà, on s'était laissé là sur le fait que Allison prit peur, parce qu'en ouvrant son sac à dos, elle demandait à l'aide. Voilà, j'y suis, j'ai retrouvé la page, la tête du chat était dans son sac. Donc voyons voir la suite. Comme d'habitude, sur ce, installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute. Magnifique les enfants, vous avez été magnifiques, déclara M. Keene. Sa voix résonnait dans la salle vide. Nous nous inclinâmes, Richard, Freddy et moi. C'était notre première répétition nocturne. Elle s'était vraiment bien passée. Personne n'avait oublié son texte, et nous avions fait tout ce qu'il fallait. Ce succès me fit oublier, un court instant, mon déjeuner. Je ne voulais plus jamais y repenser. J'espérais que je pourrais définitivement le gommer de ma mémoire. J'avais été tellement humilié. Richard avait attrapé mon sac, l'avait ouvert en le déchirant et en avait sorti un sandwich et une pomme verte. « C'est ça ta tête de chat ?» demanda-t-il en tenant la pomme en l'air. J'avais tremblé de tous mes membres, les mains agrippées à la table. Tout le monde s'était moqué de moi. Les dents serrées, j'avais admis d'une voix étouffée que mon imagination m'avait joué un tour. Puis j'étais sorti précipitamment de la cantine. J'avais ouvert mon casier, attrapé ma veste et mes bouquins, et filé à la maison aussi vite que mes jambes me le permettaient. Une fois chez moi, j'avais grimpé les escaliers 4 à 4, claqué la porte de ma chambre et je m'étais jeté sur mon lit, le nez dans la couette. Je ne sortirai plus jamais d'ici. Non, plus jamais, avais-je crié. Richard était passé me voir après les cours pour prendre de mes nouvelles et me rappeler la répétition du soir. J'appréhendais de retourner à l'école, pensant que tout le monde se moquerait de moi et se mettrait à miauler sur mon passage. Mais personne ne souffla mot de cette histoire. C'était comme si rien ne s'était passé. Même Freddy s'était tu. La répétition avait été formidable, ce qui me remonta le moral. À présent, M. Keene, assis sur le piano, nous contemplait, admiratif, rayonnant de bonheur. Son crâne chauve brillait sous les spots. « Scène numéro 2, les enfants, dit-il en frappant dans ses mains. Allons-y, prenez vos places, vite, en scène. Essayez de faire aussi bien que la première fois. » Au moment où j'allais m'exécuter, mon estomac se serra et ma gorge devint sèche. C'était la scène que je redoutais le plus. Je jetai furtivement des regards vers l'armoire située au fond de la scène.
Je ne pouvais oublier le cri du chat qui m'avait agressé lorsque j'avais ouvert les portes. Rip était-il là, prêt à bondir? Allait-il se jeter sur moi encore une fois? « Ça va, Allison ?» me demanda Richard. Je dus faire un effort pour avoir le courage de le regarder dans les yeux. « Oui, ça va. Je crois que oui, » répliquai-je d'une voix incertaine. Mon vrai problème, pensai-je, c'est cette histoire de chat qui continue à m'obséder. J'en suis toujours bouleversé. J'essayais de me concentrer. « Allons-y, les enfants, commençons. »« Princesse Aurore, veuillez apporter le sceptre royal, » ordonna le roi Freddy. Je le fixai sans comprendre, le cœur battant. « Le sceptre royal » répéta-t-il en se dirigeant vers l'armoire. Tout le monde m'observait, attendant que je bouge. « Ah, oui, bien sûr, » balbutiai-je. Je m'avançai lentement, mis ma main sur la poignée, mais j'hésitais encore. Il me semblait que le chat était là, à l'intérieur. Pourtant, je n'entendais rien. J'avais la bouche sèche et commençais à me sentir mal. En fait, je ne voulais pas ouvrir cette porte. Il le fallait pourtant. Je pris mon courage à deux mains et tirai d'un seul coup. Je poussai alors un petit cri de soulagement. L'armoire était vide, pas le moindre chat, pas l'ombre d'une créature. J'attrapais vivement le sceptre d'argent, me retournai et traversai la scène pour le présenter au roi. Le sourire que j'arborais n'avait rien à voir avec la pièce que l'on jouait. Peut-être le chat m'avait-il oublié? Peut-être me poursuivrait-il plus à présent? Malheureusement, je me trompais. Il était presque 11 heures quand je rentrai à la maison. Je n'avais pas sommeil, tellement j'étais excité par notre répétition. Monsieur Key nous avait donné les partitions des airs que nous devions chanter le lendemain. Je les pris dans ma chambre pour en apprendre les paroles. J'avais envie d'appeler Richard pour les fredonner avec lui, mais il était bien trop tard. Je m'exerçais toute seule. Au bout d'un certain temps, je me mis à bâiller et mes paupières se firent lourdes comme du plomb. Je posai les partitions sur mon bureau et me dirigeai vers mon placard pour prendre ma chemise de nuit. « Oh » m'exclamai-je en découvrant la créature sur le plancher. « Une souris !» Elle ne bougeait pas. Je me penchai et réalisai que c'était une de mes souris en plastique que j'avais dû oublier de ranger. « C'est fou ce qu'elles peuvent toutes se ressembler » marmonnai-je. Tout en bâillant, je la fourrai dans la poche de mon jean. Je me déshabillai, éteignis la lumière et me jetai sur mon lit. Je sombrai dans un sommeil profond sans même avoir eu le temps de m'en rendre compte. Je ne dormis pourtant pas très longtemps. Je me réveillai en sursaut, ne pouvant plus respirer. J'avais le visage recouvert par quelque chose de chaud. Le chat! Il s'était enroulé autour de ma figure. Il m'étouffait. J'allais mourir. Je m'enfonçais peu à peu dans les ténèbres. La poitrine me faisait mal et je sentais que mes poumons allaient éclater. Dans un effort désespéré, étendant les bras, j'agrippais le dos du chat à pleine main et parvins péniblement à le soulever de 10 centimètres. Libérant mon torse, j'avalais une grande bouffée d'air. Le chat se débattait, mais j'arrivais néanmoins à le soulever encore un peu plus haut. Le sang battait dans mes tempes. Je respirais goulûment. Je sentis mes forces revenir petit à petit. Péniblement, je me relevai et réussis à maintenir le chat éloigné de moi. Il essaya alors de me griffer méchamment le visage, agitant furieusement ses pattes. Il s'accrocha même à ma chemise de nuit et la déchira. « Non !» hurlai-je en l'élevant aussi haut que je le pouvais. Dans un effort violent, je le balançai le plus loin possible. Je le fis voler à travers la pièce, puis passai par la fenêtre ouverte. Il poussa un grand miaulement, heurta le sol dans un grand bruit sourd. Ensuite, ce fut le silence. « Ouf !» murmurai-je en me précipitant vers la fenêtre. J'avais les jambes flageolantes. Penché sur le rebord de la balustrade, je scrutais le jardin. Dans la pâle lumière de la lune, je vis le chat allongé sur le dos, la tête tournée sur le côté, les 4 fers en l'air. Il n'y avait pas de doute, c'était bien Rip. Je n'eus pas besoin de descendre pour savoir que je l'avais tué une 3e fois. Mais était-il définitivement mort? N'allait-il pas revenir à la vie comme toujours? Il fallait que j'aille voir. Je fonçai vers mon placard, enfilai un imperméable et descendis doucement dehors pour m'en assurer. L'herbe était froide et humide sous mes pieds nus. Le jardin brillait,
argenté, sous le clair de lune. Je me penchai sur le chat, le cœur battant. Il ne bougeait pas, ne respirait plus. Ses yeux jaunes demeuraient fixes, son regard était vide. Ses pattes raidies se dressaient vers le ciel. Rip, mort une fois de plus. Rip, le chat qui revenait toujours à la vie. Je voulus crier, appeler mes parents, les prendre à témoin. Venez voir ce chat, regardez, il est bien mort, n'est-ce pas? Mais je savais que cet animal risquait de disparaître avant qu'il n'arrive, comme sa tête avait disparu de mon sac. Je me penchai au-dessus du corps sans vie et criai. « Pourquoi fais-tu ça? Tu vas continuer longtemps à m'empoisonner la vie ?» À ces mots, l'animal cligna des yeux, se redressa et balança ses pattes vers moi. Je restai pétrifié. Il en profita pour me donner un terrible coup de griffe sur la jambe. Une douleur vive me transperça la cuisse de haut en bas. Le chat, debout, le dos rond, les babines retroussées, était prêt à attaquer. Il émettait un sifflement menaçant. Je criai à nouveau et sautillai à travers la pelouse en direction de la maison. La douleur se fit plus insistante. À présent, elle irradiait à travers ma jambe jusqu'à la hanche. J'étais proche du malaise et je dus me rattraper à la porte de la cuisine pour ne pas tomber. Une fois à l'intérieur, je regardai par la fenêtre. Le chat n'avait pas bougé. Il continuait à fixer sur moi ses yeux diaboliques. En chointant, il battit l'air de sa patte comme s'il voulait me griffer encore. Je détournai la tête et montai en tremblant dans la salle de bain. La douleur s'était dissipée, mais la tête me tournait toujours. Mon corps vibrait et mon pouls battait à 200 à l'heure. J'allumai la lumière et titubai jusqu'au lavabo, puis je pris des serviettes en papier et les pressai contre la longue griffure pour empêcher le sang de couler. Je me penchai pour observer ma blessure, soulevai les serviettes et restai sans voix. La plaie ne saignait pas. À sa place, on voyait des marques de griffes blanches et brillantes. Si brillantes qu'elles avaient l'air phosphorescentes. Ma peau était certes bien déchirée. Cependant, il n'y avait pas une seule goutte de sang. Je restais là, hébété, à regarder ma jambe. Je la frottais doucement avec la main pour adoucir la douleur lancinante. D'habitude, les blessures saignent, n'est-ce pas? Et elles sont rouges. Jamais phosphorescentes et blanches. Bizarre, non? Le lendemain matin, le réveil sonna à 7h30. Je m'assis sur mon lit, m'étirai, puis sortis ma jambe pour l'examiner de plus près. Je le regardai avec attention et passai mes doigts dessus. Les marques blanches avaient complètement disparu. J'eus du mal à me lever, me sentant encore faible et fatigué. Je suis plutôt du matin et généralement je me lève en forme, prête à m'activer. Mais aujourd'hui je me sentais épuisé, comme si je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Je m'habillai avec peine pour partir à l'école, ayant l'impression que mon corps pesait une tonne. En descendant à la cuisine, j'appelai ma mère. Elle était debout au milieu de la pièce, les mains derrière le dos, essayant de fermer un bouton de sa robe. « Maman, il faut que je te raconte quelque chose, » dis-je d'un trait, à propos de ce qui s'est passé hier soir. Je me plaçai derrière elle et l'aidai à attacher le dernier bouton. « C'est sûrement un homme qui a fabriqué ça, » dit-elle en fronçant les sourcils. « Il n'y a qu'un homme pour faire une robe qu'on ne peut pas boutonner toute seule. Tu crois vraiment qu'ils achèteraient une chemise dont les boutons seraient dans le dos? Maman, écoute-moi s'il te plaît. » Elle posa distraitement un paquet de céréales sur la table et sortit une boîte de lait du réfrigérateur. « Fais-toi ton petit déjeuner, Allison. Je n'ai pas le temps de te préparer. Il y a du jus d'orange dans le placard. Je suis terriblement en retard. »« Mais j'ai quelque chose à te raconter, » protestai-je avec dépit. Sans m'accorder la moindre attention, elle se précipita dans l'entrée. Quand elle est pressée comme ça, ce n'est pas la peine d'essayer de l'approcher. Il n'y a rien à en tirer. Et malheureusement, elle est souvent pressée. « Où est passé Peter ?» demandai-je. « Il est parti ce matin avec ton père. Voyons, où ai-je bien pu fourrer mon sac? Comment se fait-il que je ne le retrouve jamais ?» Je sortis un bol et un verre du lave-vaisselle. La radio marchait, c'était les infos. Le journaliste racontait quelque chose au sujet d'une tempête. Maman revint dans la cuisine, se mordant nerveusement la lèvre. « Enfin, dit-elle, j'ai bien dû le poser quelque part. »« Maman, il faut que je te parle, essayai-je d'une nouvelle fois.
il y a un énorme chat gris qui... » Elle avait déjà disparu. « Ça y est, je l'ai trouvé » cria-t-elle à l'autre bout de la maison. J'avalais mon petit déjeuner debout. Le soleil dardait ses rayons matinaux à travers la cuisine. La porte de derrière était restée ouverte et on entendait les enfants rire et crier dans la rue. Moi, je me sentais triste et fatigué. Je n'arrivais pas à me sortir Rip de la tête. Ce n'est pas un chat ordinaire. Tu n'aurais pas dû avoir affaire à lui. Les paroles effrayantes de Cristal me revenaient constamment en mémoire. Rien que d'y penser, j'en frissonnais encore. Que pouvait-il me vouloir? Avait-il vraiment essayé de m'étouffer hier? Je le revoyais passant par la fenêtre. Le bruit sourd qu'il avait fait en tombant sur le sol, 2 étages plus bas, résonnait encore dans ma tête. Il était comme mort. « Maman, écoute-moi, je t'en prie !» criai-je désespéré. « Tu n'as pas besoin de hurler comme ça, Alison, » me répondit-elle. Elle était là, à 2 mètres de moi, dans l'embrasure de la porte. « Maman, » commençai-je. Mais elle ne me regardait pas, elle avait les yeux rivés sur la table. « Alison, qu'est-ce que tu as fabriqué? Qu'est-ce que tu viens de manger ?» Je contemplais avec horreur les boîtes vides qui étaient empilées devant moi. J'avais avalé 3 boîtes de thon, sans même m'en apercevoir. L'après-midi, à la répétition, je me sentais un peu mieux. Je n'avais pas autant d'énergie que d'habitude, mais j'étais moins nerveuse. Il me faut une bonne nuit de sommeil, pensai-je, une vraie nuit, sans ce chat de malheur. Je me faufilais à travers les rangées du parterre. Richard et Freddy faisaient une partie de bras de fer près du trône. Freddy, beaucoup plus costaud que Richard, n'avait aucun mal à le dominer. Le visage de Richard était écarlate, sa bouche tordue par la douleur. Plusieurs personnes applaudissaient en riant. De l'autre côté de la scène, les élèves qui servaient de machinistes installaient le balcon du château. C'était un panneau de carton découpé, accroché en haut d'une échelle. Au dernier acte, je devais grimper dessus et me pencher tout en parlant avec Richard. J'avais déjà fait plusieurs fois l'essai. L'échelle tremblait un peu trop à mon goût. D'abord, je n'aime pas me retrouver en haut de quoi que ce soit. Ensuite, grimper me rend nerveuse. M. Keene m'avait promis que tout serait solidement fixé. Mais enfin, « Fais simplement attention à l'endroit où tu poses les pieds », m'avait-il prévenu, « et tout ira bien. » Je jetai mon sac dans un coin et m'avançai vers le trône. Au moment où je m'en approchais, Freddy baissa violemment la main de Richard, la cognant contre le fauteuil. Sous les applaudissements des élèves, Freddy sauta, les bras levés en signe de triomphe. Il avait gagné la partie de bras de fer. Vexé, Richard s'éloigna, l'air renfrogné, secouant sa main endolorie. « Ne joue plus jamais à ce jeu-là avec le roi, » lui dit Freddy d'un ton hautain. Je me dirigeai vers Richard. « Tu ne crois pas que Freddy se prend un peu trop au sérieux ?» Richard secouait sa main de plus belle. « Il a triché, » murmura-t-il. « J'avais presque gagné quand il a triché. » Je souris. « Comment peux-tu tricher dans ce type de jeu ? C'est simple, il suffit d'être plus grand et plus fort que moi. » Nous éclatâmes de rire en même temps. « Où est passé M. Keene ?» demandai-je. « Il est dans son bureau avec des parents d'élèves, » nous expliqua Freddy en triturant sa couronne. Puis, s'approchant de l'échelle, il demanda « Tu es prête pour la scène du balcon, Alison ?» Je jetai un coup d'œil sur l'échelle. Elle me semblait bien haute. Les machinistes avaient du mal à faire tenir le carton qui composait la balustrade. L'un d'entre eux poussa un cri au moment où tout faillit dégringoler. « Peut-être pourrait-on ne pas jouer cette scène aujourd'hui ?» tentai-je, afin de repousser l'épreuve. Je n'ai pas bien révisé mon texte. Ma peur amusa beaucoup mes amis. Soudain, tout le monde se tut. Le visage de Richard se figea. Il me regardait fixement. « Alison, qu'est-ce que tu as? Pourquoi fais-tu ça? Depuis quand te lèches-tu le dos des mains ?» Médusé, je réalisai que Richard avait raison. Sans m'en rendre compte, j'avais eu, une fois de plus, un comportement bizarre. D'ailleurs, mes mains étaient parfaitement propres. Je les essuyai sur mon jean et pris un air détaché. « Mais qu'est-ce que vous avez tous à me fixer comme ça ?» Monsieur Keene arriva quelques instants plus tard et nous commençâmes la répétition. Il était encore plus excité que d'habitude. Sautillant de droite à gauche, nous interrompant toutes les 10 secondes, annotant son script sans arrêt.
Très vite, de grosses auréoles de sueur apparurent sur sa chemise. Je crois qu'il était nerveux parce que la première devait avoir lieu bientôt. Moi aussi, je me sentais nerveuse. Comment allais-je faire pour me souvenir de tout mon texte? Tout à coup, je sursautais. J'avais cru percevoir un miaulement. Heureusement, ce n'était que le grincement d'une chaise pliante. Quand je me retournai de nouveau, M. Keene me demanda si j'avais entendu ce qu'il m'avait dit. Il me regardait à travers ses lunettes rondes. « Commençons par la scène du balcon, répéta-t-il. Je bafouillai des excuses et me dirigeai rapidement vers l'échelle. Notre professeur envoya 2 garçons pour la tenir. « Allons-y, murmurai-je. Et, prenant une grande inspiration, je commençai à grimper. « Ça tient bien ?» demanda M. Keene. « Oui, pas trop mal. » Je tenais fermement les montants et continuais lentement l'ascension, barreau après barreau. Surtout, il ne faut pas que je regarde en bas, pensai-je, même si je ne pouvais pas m'en empêcher. Richard et les autres acteurs avaient les yeux fixés sur moi. J'étais en nage. Enfin, j'attrapais le balcon de carton et contemplais la scène. « Quel temps fait-il là-haut » plaisanta Freddy. « Ça peut aller, répondis-je. Légèrement nuageux, mais... » « Il se fait tard, allons-y, interrompit M. Keene, impatient. « Richard, regagne ta place. » Mon ami se gratta le crâne. « Où dois-je me mettre » M. Keene jeta un œil sur le script. « Juste sous le balcon. Oui, c'est ça. Maintenant souviens-toi, Allison, tu es très en colère car tu viens d'apprendre que ce n'est pas un vrai prince, mais un imposteur, et tu lui en veux beaucoup. »« Je sais, répondis-je de mon perchoir. Je râlerai comme il faut, M. Keene. » Il acquiesça et fit signe à Richard de commencer. Avant qu'il n'ait ouvert la bouche, Jenny, la secrétaire du directeur, déboucha en courant par l'allée centrale. « Allison, Allison » cria-t-elle. « Allison, ta mère au téléphone pour toi. »« Quoi? Quelque chose ne va pas ?»« Si, tout va bien, mais elle voudrait te parler, tout de suite. »« D'accord, je descends. » Je regardais le sol. Ce n'est pas tellement haut, me dis-je. Je retomberais bien sur mes 4 pattes. Je levai mes mains, contractai mes muscles et sautai. Des cris s'élevèrent de toutes parts. Je vis M. Keene lâcher son script. Richard, lui, était pétrifié, la bouche grande ouverte. Il tendait les bras pour me recevoir. J'atterris brutalement sur les genoux et les mains. Une douleur fulgurante me transperça et je roulai sur le dos. Je poussai un faible cri. Mais pourquoi avais-je donc fait ça? Et pourquoi avais-je sauté du haut de cette échelle? Étais-je en train de devenir folle? « Aidez-la » hurlait-on autour de moi. La salle entière résonnait de cris effrayés. « Elle est tombée? Elle a sauté? Elle ne s'est rien cassé au moins? Vite, appelez une ambulance !» Richard, Freddy et les autres se ruèrent vers moi. Cependant, plus rapide que l'éclair, je me levai d'un bond et sortis de la salle en courant. Je passais comme une fusée devant Jenny. Tout le monde me parlait en même temps, mais je ne voulais pas m'arrêter. Je ne voulais pas répondre aux questions. Je ne voulais pas leur dire pourquoi j'avais sauté comme ça, car je ne le savais pas moi-même. Je n'arrivais pas à m'expliquer mon comportement. Toute la journée, je m'étais conduite d'une façon bizarre. Depuis le petit déjeuner de ce matin, je ne me sentais pas bien. Non, je ne me sentais pas comme d'habitude. Il fallait que je réfléchisse à tout ça. Mais d'abord, il fallait que je sache pourquoi ma mère m'appelait à l'école. Je rentrais comme une bombe dans le bureau du directeur, hors d'haleine. Le téléphone était posé sur la table de Jenny. « Allô, maman? C'est moi, » haletai-je. « Que se passe-t-il, Allison? Pourquoi es-tu ici, essoufflée? »« J'ai sauté du haut de l'échelle, » bredouillai-je. « Il s'est passé quelque chose d'étrange. Je croyais pouvoir retomber sur mes 4 pattes. » Je m'attendais à ce qu'elle me réponde, mais elle parlait avec Peter. Quelques secondes plus tard, elle reprit l'appareil. « Désolé, je n'ai pas entendu ce que tu disais. Peter m'interrompt toujours quand je suis au téléphone. Qu'est-ce que tu disais? »« Oh, rien d'important. Que se passe-t-il? Pourquoi m'appelles-tu à l'école? Il faut que tu gardes ton frère. Ton père et moi devons aller voir tante Emma. Elle se sent mal. Tu veux que je vienne tout de suite? Oui, et j'aimerais que tu te dépêches si possible. Je n'aime pas laisser Peter tout seul.
surtout quand il fait des caprices. » Elle soupira. « Pauvre petit, reprit-elle, je pense qu'on a dû lui faire peur à l'école. Il est nerveux aujourd'hui. » Cela tombait bien. Je n'avais pas vraiment envie de retourner dans l'auditorium. Je préférais éviter les questions. J'étais contente que ma mère me fournisse une excuse pour quitter le collège. Dès mon arrivée, maman partit. « Fais-toi quelque chose à dîner, » dit-elle en montant dans sa voiture. « Je vais essayer de ne pas revenir trop tard. » Maman avait raison. Peter était de mauvaise humeur. Assis au milieu de sa chambre, il regardait un dessin animé à la télévision. J'essayai de lui parler, mais n'obtint qu'un grognement en guise de réponse. Je m'assis à côté de lui. Aussitôt, il se poussa, l'air maussade. « Tu veux vraiment regarder la télé ?»« Ouais, » répondit-il sans quitter l'écran des yeux. Puis il ajouta en se tournant vers moi. « Je veux voir la suite du cri du chat. »« Il n'en est pas question. Ce film te fiche la trouille. Tu t'en souviens, non ?» Mécontent, il croisa les bras sur sa poitrine et déclara, bougon, qu'il continuerait à regarder des dessins animés. « D'accord, dis-moi seulement quand tu voudras dîner. »« Je ne veux rien manger. D'abord, tu ne sais rien cuisiner de bon. » Quel raseur, ce frère. Vers les 6 heures, il changea d'avis. « Qu'est-ce que tu nous prépares » demanda-t-il. « Je meurs de faim. » J'étais dans le même cas. Je n'avais qu'une envie, manger un gros sandwich au thon et boire un bol de lait. « Tu peux me faire une tartine avec du beurre et de la confiture, Allison ?» J'acquiesçai. « Avec beaucoup de beurre et peu de confiture. »« Oui, je sais, » répondis-je. Peter a ses habitudes. Si par exemple on étale trop de confiture sur le beurre, pour rien au monde il ne mangera sa tartine. J'allumai la lumière dans la cuisine et allai dans la réserve. J'étais en train de lui demander s'il voulait du pain frais ou un toast, quand quelque chose se coinça dans ma gorge. Je faisais des efforts pour avaler, mais il n'y avait rien à faire. J'avais la gorge trop serrée. Je pris une grande aspiration et me forçai à tousser de toutes mes forces. Mon estomac se souleva. Un morceau de je ne sais quoi devait se trouver coincé dans ma trachée. Je cherchais de l'air. Peter écarquillait les yeux. Effrayé, il me saisit la main. « Qu'est-ce qui ne va pas, Allison ?» Je ne pouvais pas répondre. J'étouffais vraiment, essayant désespérément de tousser. Soudain, j'eus un haut-le-cœur. Quelque chose glissa dans ma gorge et roula sur ma langue. Je poussai un grognement de dégoût. C'était une boule de poil gris de la taille d'une bille. Je tenais ce tampon humide et infect dans la paume de ma main et le regardais avec horreur. « Beurre !» dit Peter. « C'est immonde !» Je me détournai, car je ne voulais pas qu'il perçoive mon désarroi. « Qu'est-ce qui m'arrive » me demandai-je. Mais je savais bien que cela avait un rapport avec Rip. « Allison, tu es malade ?» me demanda Peter d'une toute petite voix. Je ne sais pas, bégayai-je. Je regardais de nouveau cette boule de poil dégoûtante. Il faut absolument que je retourne dans cette maison pour parler à Crystal, pensai-je. Il faut qu'elle m'explique. Je ne pouvais pas attendre un jour de plus. Je devais y aller. Cette nuit. Allison n'a pas mis assez de beurre sur ma tartine, et en plus, elle a brûlé le toast. Telles furent les premières paroles de Peter lorsque les parents rentrèrent. Je suis sûr qu'elle a fait de son mieux, dit papa en me souriant. Ce qu'elle fait de mieux, c'est nul, ajouta mon petit frère en continuant de râler. Je lui tirai la langue. « Comment va tante Emma ?» demandai-je à ma mère. Sa tension s'est stabilisée, et elle se sent mieux. Bon, eh bien moi il faut que je sorte, dis-je maladroitement. Papa regarda sa montre. Tu sais qu'il est près de 8h30 ? Oui, seulement j'ai promis à Richard de l'aider à apprendre son texte pour la pièce. Je détestais mentir à mes parents, mais je ne pouvais pas leur raconter l'histoire de cette fille bizarre que je devais aller voir. Impossible de leur parler de ce chat que j'avais déjà tué 3 fois. Quelques minutes plus tard, je galopais le long de Broad Street, accélérant encore ma course dans les descentes. La nuit était fraîche et claire. Un quartier de lune pâle flottait au-dessus des arbres. L'humidité faisait briller le gazon. Je croisai 2 chiens errants qui me fixèrent, menaçants. Une camionnette occupée par des jeunes passa sur la route. Les vitres ouvertes laissaient entendre le dernier tube de rap.
En arrivant près de la maison de cristal, je ralentis. Je regardais à travers les herbes folles du jardin. Une faible lumière filtrait par la fenêtre de droite. « Elle doit être chez elle, murmurai-je. Le gravier crissait sous les pas. De doux miaulements de chats s'élevaient dans les airs. Les têtes sombres des animaux se détachaient aux fenêtres. Je pris mon courage à deux mains et frappai à la porte. Les miaulements se firent plus sonores. Malgré la chaleur moite de cette nuit d'été, je frissonnais. D'un revers de la main, j'essuyais la sueur qui perlait sur mon front et tirait nerveusement mes cheveux en arrière. Je frappai une deuxième fois. Mon cœur battait très fort. Cristal pourrait-elle m'aider, m'expliquer ce qui se passait? La porte s'ouvrit enfin. La jeune fille passa la tête dans l'embrayement. Elle portait une veste longue. Malgré la pénombre, je remarquai qu'elle était couverte de poils de chat. Elle leva les yeux vers moi. « Qu'est-ce que tu veux ?» me demanda-t-elle sèchement. Pas vraiment aimable, mon accueil. « Il faut que je te parle, bégayai-je. Tu te souviens de moi ?»« Oui, mais je n'ai pas le temps maintenant, » coupa-t-elle froidement. Derrière elle, les miaulements devinrent plus intenses. Un chat noir et blanc se frottait contre ses jambes. Elle voulut refermer la porte. « Mais j'ai besoin de ton aide. Il faut que je trouve un moyen de... » Elle avait la main posée sur la poignée. « C'est à propos de Rip ?» m'interrompit-elle. « Oui, tu vois, il... » Elle ne me laissa pas terminer ma phrase. « S'il te plaît, va-t'en. » La peur se lisait sur son visage à présent. « Je ne peux rien pour toi. » Je mis un pied dans l'embrasure de la porte pour l'empêcher de la fermer. « Il faut que tu m'aides, tu dois m'expliquer ce qui se passe. »« Non, » fit-elle. Son menton tremblait. Ses yeux remplis de frayeur semblaient émettre une lumière grise, surnaturelle. « Non, ma mère est très malheureuse. Elle m'a interdit de te parler. »« Écoute au moins. J'ai tué ce chat. Je sais que ça peut paraître étrange, mais j'ai tué Rip. Je l'ai tué 3 fois. » Cristal resta interdite, puis affolée, elle mit ses mains sur la bouche. « Et il revient toujours. Il meurt et il revient chaque fois, » continuai-je. Dans la maison, les chats miaulaient de plus en plus fort. Cristal se pencha vers moi. À présent, la lumière grise nous enveloppait. Elle me saisit le bras. « Tu dis que tu l'as tué combien de fois ?»« 3 fois. 3 fois, répétai-je. À ces mots, elle poussa un cri terrible. Sa main glacée me serra le poignet. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je, totalement paniqué. « Il a droit à 7 vies, gémit-elle en hochant la tête. 7, pas une de plus. Fais attention à toi, il doit être désespéré. »« Je ne comprends pas ce que tu veux dire. S'il te plaît. » Sa main glissa le long de mon bras et je vis une dernière fois l'expression d'horreur peinte sur son visage. Puis elle me repoussa et claqua la porte. « Non, hurlai-je, il faut que tu t'expliques. Cristal, ouvre, je t'en supplie. Tu dois m'en dire plus. Il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé. Je t'en prie, j'ai besoin de ton aide. Il m'a griffé, tu m'entends? Il m'a griffé. » La porte ne se rouvrit pas. Un chat hurlait à l'intérieur de la maison. « Cristal, écoute-moi, suppliai-je. Depuis que j'ai été griffé, je ne suis pas dans mon état normal. » Je pressai mon oreille contre la porte. « Cristal, est-ce que tu es là? Tu m'entends? » Pas de réponse. Je descendis les marches du perron en soupirant. Mes jambes tremblaient tellement que je faillis tomber. Je dus serrer les bras contre ma poitrine pour arrêter de frissonner. « Cristal, Cristal !» appelai-je encore. Les chats me regardaient fixement par les fenêtres. Il n'y avait plus qu'à rebrousser chemin. Soudain, quelqu'un me saisit par les épaules. Je me retournai vivement. « Richard, qu'est-ce que tu fais là ?» Il me lâcha et recula d'un pas. Il était essoufflé. « Nous étions en train de garer la voiture avec mes parents lorsque je t'ai vu. J'ai couru tout le long du chemin pour te rejoindre. » Il se pencha en avant, posant les mains sur ses genoux pour reprendre son souffle. « Allison, qu'est-ce qui se passe ?» dit-il en montrant la maison de cristal. « Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu as vu le chat encore une fois, c'est ça ?» Je me mis à marcher sans lui répondre. Richard me rattrapa. Je tournai dans une rue au hasard et m'arrêtai un instant entre des haies touffues.
Il fallait à tout prix que je voie cette fille, que je lui parle. Il fallait que je lui pose certaines questions, mais elle n'a pas voulu m'aider. Je traversai la rue, Richard me suivant toujours. Nous passâmes devant un petit bois qui frissonnait dans la brise. Je n'étais jamais venu dans ce coin auparavant. Cependant, pour une raison qui m'échappait, j'avais l'impression de savoir où j'allais. De l'autre côté de la rue, il y avait un grand terrain vague envahi de mauvaises herbes. « Hé, Allison, ralentis un peu. Dis-moi pourquoi elle n'a pas voulu t'aider. » Richard trottinait à ma droite. Sans m'en rendre compte, je marchais d'un bon pas. « Elle a trop peur, dis-je à voix basse. Elle semble terrifiée dès que je mentionne le nom de Rip. »« Ce chat lui appartient ?» Je haussai les épaules. Elle n'ose pas m'en dire plus à ce sujet. Cristal est si étrange. Elle parle tout le temps de sa mère, répétant qu'elle est malheureuse et qu'elle sera très mécontente de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que sa mère a à voir là-dedans? Je n'en ai aucune idée. Au tournant suivant, je pris à gauche. Derrière des buissons touffus, il y avait un vieux parking. Richard rejeta ses cheveux noirs en arrière. « Où allons-nous » demanda-t-il soudain. « Quoi » Curieusement, je ne comprenais pas le sens de sa question. J'avais également du mal à m'exprimer. Tout à coup, la tête me tourna. Je regardai autour de moi, perplexe, et réalisai alors que je courais, comme si j'étais pressé d'arriver quelque part. Mais où? Nous passâmes devant un autre terrain vague. Les rues n'étaient plus éclairées et nous étions plongés dans une profonde obscurité. Le petit vent frais était devenu froid. Je n'étais jamais venu par là. Où étions-nous maintenant? « Allison, stop! Où nous emmènes-tu » insista Richard d'une voix suppliante. « À quoi joues-tu? On devrait s'arrêter et discuter une minute. » Je ne pris même pas la peine de répondre et m'engageai dans le terrain vague. Les herbes folles, humides de rosée, claquaient contre mon jean et mes baskets s'enfonçaient dans la terre molle. J'étais hypnotisé, attiré par cet endroit comme par une force invisible. J'étais prise de vertige. J'avais perdu le contrôle de moi-même. Je sautai par-dessus une haie. La lune sortit soudain de derrière un gros nuage noir. Tout, autour de nous, parut s'illuminer. À présent, nous étions éclairés par une lumière laiteuse. Richard me saisit la main. « Arrête-toi » m'ordonna-t-il, « et regarde où nous sommes. » Je jetai un coup d'œil autour de moi, mais j'avais du mal à distinguer les alentours avec précision. Il y avait des pierres, des touffes d'herbe, çà et là. « Allison » demanda Richard d'une voix tremblante. « Pourquoi nous as-tu amenés dans un cimetière ?»« Je n'en sais rien, parvins-je à articuler, après un long silence. « Vraiment, je ne sais pas. » Exténué, je fis quelques pas en direction des pierres tombales. À ce moment-là, je sentis que quelque chose me saisissait la cheville.